Alors, on passe au paragraphe donc grand 2 sur les forces centrales, bon, que j'ai intitulé voilà, ce qu'il faut savoir faire. Hein. Donc, il y a un cas à savoir retrouver, hein, c'est le cas du mouvement circulaire, et puis un cas qui va un petit peu, entre guillemets, s'en déduire, où les formules ne seront pas à redémontrer, mais à savoir utiliser, c'est le cas du mouvement elliptique. Alors, le cas du mouvement circulaire, bon, je dirais que c'est un cas assez simple, hein, qu'on aurait pu déjà traiter quand on a fait de la mécanique. Voilà, il n'y a presque rien besoin de savoir. Hein. Bon, le mouvement circulaire, a priori, il est possible parce qu'on a démontré que le mouvement était plan. Bon, mais à la limite, même si on ne l'avait pas démontré, on aurait pu essayer de chercher effectivement un mouvement circulaire où c'était possible. Voilà. Ça, encore une fois, ce cas-là, il faut le maîtriser un petit peu. On peut le maîtriser un peu à partir de rien, parce qu'on va voir que c'est une application relativement simple de la mécanique. Hein. Le cas qu'on a vu, c'est un exercice de mécanique quelque part. Voilà. Alors, on se met, donc c'est le cas donc d'une force centrale, donc attractive, hein, donc newtonienne, hein, de toute façon, voilà. Donc deux centres fixes O, d'accord. Et ce centre donc d'attraction, hein, cette force centrale, a priori, on va chercher une trajectoire circulaire dont ce centre d'attraction sera le centre. Hein. Voilà, c'est le centre du cercle. Trajectoire. Voilà, donc on a un repère, donc O, forcément, l'origine du repère, c'est le centre d'attraction. Hein. Donc au repère OIJ, pardon, c'est pas d'abord, on va y arriver, pas, voilà. Alors, on commence par un vecteur OIJ, voilà, hein, fixe donc du référentiel R, donc galiléen, qui est le référentiel d'étude. Alors, je vous réfère aux exemples hein, pour voir ce que c'est que ce référentiel grand R galiléen. Donc là, il faut penser soit planète, soit satellite, hein, je dirais, soit éventuellement un électron autour d'un noyau. Donc, fixe du référentiel R galiléen. Donc, selon dans lequel cas on traite, le référentiel R, c'est pas le même. Donc, soit c'est l'héliocentrique, soit le géocentrique. Référentiel R galiléen. Ok, donc tel que bon, OIJ, voilà, appartient au plan du mouvement. Hein, voilà. On a montré que le mouvement était fixe, mais enfin bon, même si on part d'un... Hein, voilà. Donc on sait qu'on peut toujours le faire, même si le mouvement n'est pas circulaire. D'accord. Voilà, OIJ appartient au plan du mouvement. Ok, donc c'est tout bon. Voilà, OIJ. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, et... Oula, pardon. Mince. Donc, est muni de... problème. Alors, faut que je fasse recharger mon stylo, là, apparemment. Non, pardon. Voilà. Donc, ce repère OIJ, voilà, est muni de coordonnées polaires, hein, donc R et θ. D'accord. Donc, en l'occurrence, hein, si on examine un mouvement circulaire, bon, bah, que c'est R égale constante, c'est le rayon du cercle, une trajectoire. Bon, d'accord. Rayon du cercle trajectoire. Voilà. Alors, on écrit donc la RFD, donc s'appliquant au point matériel grand M, donc soumis, donc je répète, hein, soit c'est une planète, soit c'est, mettons, un satellite, voilà, soumis à la force exercée par la Terre. Donc RFD, M, gamma de M dans R, égale donc la force centrale, d'accord, donc c'est F de OM, hein, facteur de OM
sur OM. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous donne dans le cas du mouvement circulaire? Alors, petit m. Alors, l'accélération avec un mouvement circulaire, bon, on l'a fait pas mal de fois. Hein. Donc, alors ici, je n'appelle pas petit a. Voilà, c'est r égale constante. Hein. Bon, on note petit r, on sait que c'est une constante. D'accord? Donc, ça nous fait r θ point u indice θ. Donc, ça, c'était, je rappelle, le θ de t. Ça, a priori, donc ça dépend du temps, mais r n'en dépend pas. Hein. Moins r, voilà, θ point carré de t, facteur de u indice r de θ de t. Donc, voilà pour l'accélération. Égale. Alors, la norme d'OM, justement, c'est R, donc ça fait F de R, donc ça fait une constante. Facteur de OM sur OM, c'est U indice R de θ de t. D'accord? Voilà, alors pour l'instant, je n'ai pas utilisé que la fait qu'on avait une force centrale. Bon, voilà, donc ça nous donne la chose suivante. Hein. Si je me mets sur Uθ, ben, ça me fait mr θ point égale 0. Hein. Ça me fait θ point de t égale 0. Ça me fait donc θ point égale constante. Voilà, donc la vitesse angulaire est une constante dans ce cas-là, si le mouvement est circulaire. Voilà, et sur UR, on va avoir la chose suivante, moins m r, donc θ point carré, égale donc f de r. Hein, et dans le cas donc d'une force centrale newtonienne, ça me fait moins k sur r carré. Donc, comme on est à distance, comme le point M est sur une trajectoire circulaire qui est à distance fixe du centre d'attraction, la force est de norme constante. Voilà. Et la norme de cette force, c'est K sur R2. Hein, d'accord? Donc ça, c'est une constante. Alors, comment ça s'appelle? Les signes s'en vont. Alors, ça va me faire, on voit qu'on a quelque chose comme ça. M, R cube, θ point carré, égale à K. D'accord? Alors ce K, ici, il faut un petit peu s'en souvenir, le K, c'est... Alors soit on traite avec K, soit on traite avec la valeur de K. Donc c'est la constante de gravitation universelle fois la masse du poids matériel fois la masse du centre d'attraction O, hein, M en O. Alors je ne traite pas le K... le cas de... Comment ça s'appelle? Le cas... ça nous ferait, voilà, moins 4pi sur epsilon 0. Ça, ce serait le cas donc, de l'atome d'hydrogène. Bon, mais on va uniquement faire les cas gravitationnels, d'accord? Voilà ce qu'on a. Donc là, à ce moment-là, on aboutit donc à la simplification en masse ici. Hein. Donc ça me fait un r cube sur θ point carré égale g mo. Voilà. Donc c'est un petit peu voilà, la formule auquel on aboutit, d'accord, et qui va un petit peu nous servir pour avoir un petit peu toutes les applications. Donc ça, c'est un savoir-faire, c'est un exercice, hein, je dirais, d'accord. Voilà, donc alors, on peut tirer de ce r cube facteur θ point carré égale constante, la vitesse de m dans r, d'accord, à l'instant t, c'est r θ point, alors je vais le prendre en norme. Voilà, donc ça me fait la valeur absolue de ça. Ça me fait r θ point. Donc ici, le r θ point, eh ben, si je divise par r l'expression qui est au-dessus, hein, donc ça me fait... Pardon, c'est pas très bien écrit. Ah oui, ce sera peut-être mieux comme ça. Ah oui, d'accord. Bon. Zut. Voilà. J'ai écrit un petit peu trop gros. Bon. Voilà. Alors, donc ici, je divise par R, donc l'expression qui est ici, et ça me fait, décidément, je ne vais pas y arriver. Voilà, GMO divisé par R. Donc, ce GMO divisé par R, c'est R carré θ point carré. Donc ici, moi, je veux que R θ point, voilà, puissance 1,5. D'accord? Voilà. Donc, j'ai la norme de la vitesse, mettons, de ce satellite, hein, ou d'une planète qui serait voilà, qui aurait une trajectoire circulaire. Bon, on peut approcher la trajectoire de certaines planètes par une trajectoire circulaire. Ça donne déjà un bon ordre de grandeur des variables comme celle-là, enfin des quantités comme ça, des quantités cinématiques. Voilà, d'accord. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut un petit peu nous poser comme question? Est-ce qu'on
peut tout de suite aller vers la troisième loi de Kepler. Je ne mets pas tout à fait le sens. Alors, l'idée un petit peu... voilà. Alors, est-ce que je peux retrouver... ce serait intéressant de retrouver la troisième loi de Kepler. Hein, la troisième loi de Kepler... alors la deuxième, ce sera assez facile, si la norme de la vitesse est constante, si θ point est constant, hein, on voit bien que voilà, pendant des durées égales, les aires balayées sont égales. Hein. Alors la troisième loi de Kepler, alors il faut écrire, il faut parler de T, hein, c'est la période de révolution. Voilà, c'est la période de révolution, donc soit du satellite, soit de la planète, d'accord, période de révolution, donc c'est la durée. Hein, durée donc mise par m pour faire un tour, hein, pour parcourir donc le cercle, parcourir une fois le cercle, hein, pour parcourir donc sa trajectoire. Voilà, c'est le cercle, hein, parcourir donc sa trajectoire, c'est faire un tour du cercle, quoi. Voilà. De manière simplement, c'est de faire un tour du cercle, d'accord? Alors, le θ point, en fait, le θ point, c'est une constante, d'accord? Donc, quelque part, comme c'est une constante, ben, c'est un certain delta θ sur delta t, d'accord? Voilà, le delta θ, c'est la rotation pendant le temps delta t, quel que soit delta t, d'accord? Donc, je peux très bien choisir, comme delta θ, je peux choisir 2π, c'est-à-dire un tour complet. Et à ce moment-là, la durée correspondante, c'est ce qu'on va appeler la période de révolution, grand T. D'accord? Donc on a cette relation, hein, θ point, donc égale 2π sur T. D'accord? Donc ce qui conduit à ce moment-là à la chose suivante, hein, si je repars avec le r cube sur θ point carré, ça me fait r cube 2π sur T au carré égale alors, Gm0, ou on peut l'écrire K sur M, hein, un petit peu deux manières d'écrire. Donc ce qui me fait r cube sur t carré, hein, égale Gmo divisé par 4pi carré. Voilà, et ce qui nous donne, alors on va dire la troisième loi de Kepler dans un cas un petit peu simplifié, où le demi-grand, quand la trajectoire donc est un cercle, hein, l'ellipse est un cas particulier d'un cercle, et à ce moment-là, le demi-grand axe, c'est le rayon du cercle. Voilà, d'accord. Voilà, donc on retrouve la troisième loi de Kepler, si on veut la redémontrer dans ce contexte-là. Voilà, alors, j'avais prévu quelques exercices. Voilà, sur le satellite, voilà, donc comme une activité, hein, voilà, activité sur le satellite, un satellite, donc géostationnaire. Géostationnaire, hein, satellite géostationnaire. Donc la définition, hein, du satellite donc géostationnaire. Donc le satellite géostationnaire est fixe dans le référentiel terrestre, pas géocentrique. Hein. Donc un satellite géostationnaire est fixe dans le référentiel terrestre, c'est-à-dire qu'il appartient au moins toujours au même méridien. D'accord? Donc il tourne à la même vitesse angulaire que la Terre dans le référentiel géocentrique. D'accord? Donc un satellite géostationnaire, hein, donc il est immobile, hein, dans le référentiel terrestre. Le référentiel terrestre, c'est celui qui est lié à la Terre et qui tourne avec la Terre. Hein. Satellite géostationnaire, donc immobile dans le référentiel terrestre. D'accord? Donc en fait, il faut imaginer la Terre qui tourne autour de son axe nord-sud, le satellite lui, qui tourne autour du centre de la Terre. D'accord? Là, les calculs qu'on a mis ici, hein, donc la période, c'est une période de rotation dans le référentiel géocentrique, hein, pas dans le référentiel terrestre. Hein. Donc il faut voir, il y a deux choses qui tournent. Il y a la Terre qui tourne sur elle-même, autour de son axe, donc autour de haut, et le satellite qui lui-même tourne autour de haut. D'accord? Et en gros, on peut observer ces deux mouvements dans le référentiel géocentrique. D'accord? La Terre tourne sur elle-même dans le référentiel géocentrique, le satellite tourne autour de la Terre dans le référentiel géocentrique, et il faut que le satellite soit fixe par rapport à la Terre. Donc il faut que la vitesse, il faut d'abord que le satellite soit dans le plan
équatorial, d'accord? Pour qu'il soit fixe par rapport à la Terre, il est nécessairement dans le plan équatorial. Hein. Donc satellite géostationnaire, hein, M. Donc M, il appartient forcément au plan équatorial, d'accord? Et il tourne à la même vitesse angulaire que la Terre dans le référentiel géocentrique, d'accord? Hein. Donc le T du satellite, donc sa période de révolution, c'est la durée de rotation de la Terre sur elle-même dans le référentiel géocentrique. Et ça, combien ça vaut? Hein, le T du satellite, d'accord? Donc, voilà, c'est la durée de rotation de la Terre dans le référentiel géocentrique. Donc la durée de rotation de la Terre dans le référentiel géocentrique, c'est ce qu'on appelle la durée donc, du jour sidéral. D'accord? Et cette durée du jour sidéral, c'est pas 24 heures, c'est 86 164... Pardon. 86 164 secondes, hein, qui est différent donc de la durée du jour solaire, hein, qui est égale à 24 heures, donc 24 fois 3600, c'est 86 400 secondes. Voilà, durée donc, du jour sidéral. Alors, c'est la durée que met la Terre pour faire un tour sur elle-même dans le référentiel géocentrique. Voilà, et c'est pas la même chose que la durée du jour solaire. Alors, bon, est-ce que je me lance dans des explications, hein? Ça veut dire quoi? Alors, pour mesurer la durée du jour sidéral, en fait, on vise une étoile qui est en gros à l'infini. D'accord? Et la durée du jour sidéral, c'est le temps. Donc, si vous regardez une étoile, à un moment, elle va passer dans votre méridien. Vous êtes sur Terre, donc vous avez un méridien, d'accord? Et ce méridien, il tourne avec la Terre. À un instant, il va passer il va contenir une étoile à l'infini, d'accord? Très très loin. Donc, cette étoile est tellement loin qu'en gros, elle ne voit pas la rotation de la Terre autour du Soleil. Voilà. Et la durée que va mettre le méridien pour contenir à nouveau cette étoile dans son plan, hein, eh bien cette durée, c'est 86 164 secondes. Voilà, d'accord. La durée du jour solaire, c'est pas la même chose. Alors, je pars toujours du méridien en question, qui est le méridien dans lequel vous êtes, mettons. Vous prenez l'instant où ce méridien il passe par le centre du Soleil, d'accord? Et puis vous attendez que ce méridien repasse par le centre du Soleil. Et à ce moment-là, cette durée-là, elle vaut 24 fois 3600, elle vaut 86 164 secondes. Hein. Encore que ce soit un petit peu plus compliqué. Mais bref, voilà, hein. Elle vaut à peu près elle vaut en tout cas en moyenne cette valeur-là. Voilà, d'accord. Alors pourquoi, évidemment, il y a une différence? Parce que la Terre tourne autour du Soleil. Hein. Et donc, ce qui fait que, selon que vous visez, évidemment, le Soleil qui est tout près, ou une étoile à l'infini, les durées sont pas les mêmes. Hein. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Je vais vous faire ça, mettons, en rouge. Hein. Voilà, alors, je vous ai fait ça de manière un petit peu... comment dirais-je? Hein. Voilà, ici, mettons, j'ai le Soleil. Hein. Là, j'ai la Terre. Et mettons que, ça, c'est le centre de la Terre. Et mettons que vous, observateurs, vous êtes ici. Hein. Et mettons qu'ici, voilà, dans l'alignement du Soleil, ce qui n'est pas très possible, hein, on a ici une étoile à l'infini. Voilà, d'accord? Donc là, je représente un instant où, dans le plan méridien contient à la fois le Soleil et cette étoile à l'infini. Supposons que je puisse la voir, mais évidemment, je ne peux pas la voir puisqu'elle est derrière le Soleil. Mais enfin bon, ce sera plus simple d'expliquer les choses comme ça. Hein. Voilà. Donc cet instant-là, le méridien contient à la fois l'étoile à l'infini et le Soleil. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Terre, donc, ici, se déplace autour du Soleil, d'accord? Et en même temps que la Terre fait sa rotation, le méridien tourne. D'accord? Voilà. Donc, je vais me placer à l'instant où le méridien, à nouveau,
le temps juste suivant. Hein. Donc là, c'est l'instant ici où le méridien donc, contient cette étoile à l'infini. Et je prends l'instant suivant où il contient l'étoile à l'infini. Donc l'étoile à l'infini, comme elle est à l'infini, ben, elle est là. Voilà. Et le méridien, en fait, il est là. Donc le point qui est ici, voilà, le point qui est ici, il est là. Voilà, d'accord. Donc voilà. Et la Terre, elle s'est déplacée pendant ce temps-là, bien sûr, mais on verra ça plus tard. Voilà. Donc ça c'est la durée du jour sidéral. Voilà, d'accord. Hein, donc ça se mesure assez facilement. Simplement, il ne faut pas faire ça en plein jour. Hein. Donc vous visez une étoile avec un télescope, voilà, qui ne coûte pas cher. Hein, et vous visez une étoile et vous regardez l'instant où elle passe dans le télescope et vous attendez la nuit suivante et vous mesurez exactement quelle durée ça met pour passer et vous verrez que ça ne fait pas 24 heures. Voilà, ça se fait très bien, cette manip. Voilà, donc ça, c'est la durée donc, du jour sidéral. Et qu'est-ce qu'il faut ici pour la durée du jour solaire? Eh bien, il faut encore que la Terre se déplace, on va dire, légèrement, se déplace un petit peu, voilà, à la fois comme ça et à la fois en rotation, pour qu'à ce moment-là, le méridien, il se mette à contenir, il contienne à nouveau le Soleil. Hein, d'accord. Alors ici, cet angle-là, eh ben, la Terre fait un tour du Soleil en 365 jours. Et l'angle des angles qu'elles font, c'est 360 degrés. Donc en gros, ici, on a 1 degré. D'accord. Et donc là, il faut rattraper en fait ce degré, hein, quelque part. Et ce degré, ben, c'est à peu près 4 minutes. Hein, voilà. Donc voilà ce qu'on a ici. D'accord. Voilà. Donc, ok. Alors, nous, ce qu'on veut, donc, ce que je veux, donc, c'est que je veux connaître le R, hein, pour que la période de mon satellite, elle vaille la durée du jour sidéral. Donc, finalement, je peux utiliser cette troisième loi de Kepler, hein, où, même si on ne l'avait pas explicité comme ça, de toute façon, on l'aurait trouvé. Hein. Voilà. Donc, voilà, donc, ok. Donc ici, je vais appliquer, entre guillemets, cette troisième loi de Kepler. Donc le R que je cherche, divisé par le T carré, donc, qui est la durée du jour donc sidéral, d'accord, JS, ça vaut donc G sur la masse de la Terre, divisé par 4 pi carré. Voilà. Ce qui me fait donc R. Alors là, il faut faire un petit peu attention aux applications numériques. D'accord, divisé par 4 pi carré, facteur de t au carré sur le jour sidéral, puissance 1 tiers. Hein. Donc ça me fait... Donc ça, c'est le rayon de l'orbite du satellite géostationnaire. Hein. Donc ici, alors voilà, ça me fait 6,67 10-11. La masse de la Terre, on l'a dans le tableau que j'ai donné, 5,97 10 puissance 24, voilà, multiplié par 86 164 secondes au carré, okay, divisé par, voilà, 4 pi carré, bon, voilà, et tout ça, donc, puissance 1 tiers. Voilà, d'accord, hein. Donc attention aux unités, kilogrammes. Bon, la constante ici, j'ai 6,67 10-11, donc en unité SI. Voilà. Ok, hein, j'ai égale 6,67 10-11. Alors c'est des quoi déjà 10,67 10-11 je sais plus. Dans l'expression, donc c'est des Newton. Mètre carré divisé par kilogramme au carré. Hein. Voilà, d'accord. Voilà, donc 6,67 10-11, bon, etc. Et donc puissance entière. Donc ça fait 42,15, voilà, 10 puissance 6, si vous faites l'application numérique, 10 puissance 6 mètres. Donc ça fait 42 000, à peu près 42 000 voilà, kilomètres. D'accord ? Donc ça, c'est le rayon. Hein. Ce n'est pas l'altitude. Hein. Donc l'altitude, hein, du satellite donc géostationnaire,
Ça vaut donc ce R qui est ici, moins le rayon terrestre. Donc ça vaut à peu près 6400 km, le rayon terrestre. C'est à peu près ce qu'on va prendre ici. Voilà, d'accord. Donc on va trouver quelque chose. Donc 36 10 puissance 3 km. Voilà, l'altitude du satellite géostationnaire, c'est 36 000 km. Alors, ce qu'on peut calculer, c'est sa vitesse, d'accord. Donc, la vitesse en norme, norme de la vitesse, d'accord. La norme de la vitesse, c'est du R θ point, ok. Donc, le R, je l'ai là-bas, multiplié par, alors θ point, c'est 2pi sur T. T, c'est le jour sidéral, d'accord. Donc, bon, on va vous réinjecter, on va peut-être pas se refaire toute là. Si, allez, bon, puisqu'on y est, je crois que je l'ai fait ici. Donc, le R, c'est G mt sur 4pi carré, facteur de t carré jour sidéral. Donc tout ça puissance 1 tiers, multiplié par 2pi sur t, voilà, jour sidéral. D'accord. Donc ce qui me fait un R. Voilà. Alors, ok. Donc j'ai du 4pi. Alors, pas, oui, 4pi carré, ça fait 2pi au carré. D'accord. Donc ça fait du gmt puissance 1 tiers. Donc ici, j'ai du 2pi. Alors là, ici, j'ai du 2pi le tout au carré, donc 2pi puissance 2 tiers. Et ici, là, j'ai du 2pi puissance 3 tiers. Donc il ne me reste plus que du 2pi puissance 1 tiers. D'accord. Voilà. Et ici, j'ai du t puissance 2 tiers divisé par du t puissance 3 tiers. Donc il me reste du t puissance 1 tiers. Voilà. Donc au final, alors attendez, c'était la vitesse. Ouais, ok. Vitesse. Voilà, c'est ça. Ça me fait G mt 2pi sur t, jour sidéral, puissance 1 tiers. Voilà. Voilà. Alors, si on fait l'application numérique, bon, on a les valeurs. Ça fait voilà, 3,1 km par seconde. Voilà. Alors, ça, donc, c'est pour les satellites. Une autre application qui a son importance de cette espèce de troisième loi de Kepler, c'est le calcul de la masse du Soleil. Et c'est comme ça qu'on connaît la masse du Soleil. Donc, on va dire que la trajectoire de la Terre, voilà. Donc, la trajectoire donc, de la Terre, c'est sensiblement donc, un cercle de rayons, voilà, à peu près, alors 149,6, voilà, 149,6 milliers de kilomètres, 10 puissance 6 kilomètres, 150 millions de kilomètres, voilà, donc 149,6, 10 puissance 9 mètres. Voilà, d'accord. Donc la trajectoire de la Terre est sensiblement donc un cercle de rayons, bon, ce demi-grand axe de l'ellipse dont on parlera un petit peu plus tard. Voilà. Ok, donc j'applique la formule. R cube sur T carré égale G, masse du Soleil, divisé par 4pi carré. Voilà, le T ici, évidemment, c'est la durée de l'année. Le R, donc, c'est ce qui est là. Voilà. Donc, ce qui fait que le ms, il vaut R cube sur T carré, facteur de 4pi carré, divisé par G. Voilà. Alors, le G, je vous rappelle qu'on l'avait mesuré par l'expérience de Cavendish. Donc, c'est le fléau qui est relié à deux masses. On avait vu ça dans le cours sur les rotations. Donc, c'est quand même une expérience évidemment essentielle puisque ça permet de mesurer à la fois la masse du Soleil et aussi la masse de la Terre avec le petit g. D'accord. Voilà. Donc ici, alors qu'est-ce que ça nous donne Donc masse du Soleil. Alors ce rayon ici, donc 149,6, on a dit 10 puissance 9. Donc puissance 3. Alors le T, la période donc de rotation, donc ça c'est marqué dans le tableau que je vous ai donné. Période de, c'est marqué exactement, c'est la période donc la période de révolution. Attendez que je me dise pas de bêtises. Voilà.
période de révolution sidérale, 365,25 jours. Alors, c'est approximatif, en fait, il y a encore des chiffres. C'est pas exactement 365,25. Et de ce fait-là, on ne peut pas avoir exactement une année bissextile tous les 4 ans. Il faut faire des compensations plus compliquées parce que c'est pas exactement 365 plus un quart. C'est pas exactement un quart, malheureusement. D'accord, voilà. C'est pour l'anecdote. Alors 365,25 multiplié par, ça c'est le nombre de jours, multiplié par 24 heures, multiplié par 3600 secondes. Voilà, les jours qui sont indiqués, c'est bien des jours à 24 heures, voilà. Au carré, facteur de 4 pi carré divisé par 1, 6, 67, 10 moins 11. Voilà ce que ça nous donne. Voilà. Voilà, et donc si vous faites cette application numérique sans vous tromper, ça fait 2,02 10 puissance 30 kg. Voilà. Voilà, donc c'est la première, je crois que j'ai dû indiquer ça, voilà, c'est le 2-1. Voilà, on va déjà s'arrêter là pour ce cas du mouvement circulaire.